Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir pour cet épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux, afin d'en tirer un maximum de conseils pour votre vie sportive et personnelle. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel, ou que vous aimez tout simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Dans cet épisode, je suis allé à la rencontre d'Arnaud Manzanini. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais c'est un grand nom dans le cyclisme ultra-distance. En effet, il a réalisé 2 fois une course mythique, la Race Cross America, une course de 5000 km durant laquelle il faut traverser les États-Unis d'est en ouest en 12 jours. Passionné par cette course, il a écrit un livre qui raconte son histoire lors de cette aventure incroyable. Il a aussi importé le concept en France en créant la Race Cross France. J'ai donc adoré échanger avec l'homme, le sportif, mais aussi l'entrepreneur. Enfin, Arnaud et moi avons un dernier point commun, celui du podcast, puisqu'il a créé Ultra Talk, un podcast dans lequel il interviewe des athlètes faisant de l'ultra-distance. Allez écouter, son podcast vaut vraiment le détour. Juste avant de commencer, j'ai 2 petits messages à vous faire passer. Vous le savez, un exploit se fait toujours en équipe. Donc si vous aimez le podcast, vous pouvez tout simplement en parler autour de vous à vos amis sportifs. Vous pouvez aussi le noter sur l'application iTunes, cela m'aide beaucoup. D'ailleurs, si vous n'avez pas de téléphone Apple, vous pouvez le faire avec le téléphone d'un copain. Si vous écoutez sur Spotify ou une autre application, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram. Taguez-moi et je vous repartagerai. Je vous rappelle donc que le podcast a un compte Instagram, extraterrien.podcast. Vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen pour me faire vos retours et me suggérer des invités. J'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver facilement en tapant Extraterrien Newsletter dans Google. C'est le premier lien qui retombe. J'y partage mes bons conseils, santé, matériel et des fois des bons plans. Allez, je vous laisse tout de suite avec mon invité du jour, Arnaud Manzanini. Salut Arnaud. Salut. Mais je suis vraiment hyper content de te rencontrer aujourd'hui. C'est réciproque. Écoute, merci de m'inviter dans ce bel endroit très inspirant et je suis ravi de te rencontrer. On est à la Félicita pour les gens qui écoutent. Et c'est un endroit où je travaille. Je rencontre de plus en plus de gens hyper inspirants. Donc tu en fais partie. Et je suis doublement content parce que tu as aussi un podcast dont on va parler qui s'appelle Ultra Talk, que j'écoute depuis plusieurs mois et qui m'a été recommandé par un très bon ami qui s'appelle Hippolyte. Il se reconnaîtra. Voilà, comme je te disais, je commence tous mes épisodes par une seule et même question, qui est de savoir quel est ton premier souvenir de sport. Alors, mon premier souvenir de sport, c'est quand j'ai vu jouer Diego Maradona, puisque j'ai eu la chance de voir jouer Diego Maradona. Alors, j'étais petit, je devais avoir, je pense 9 ans. Je devais avoir 9 ans. Et j'étais en vacances dans la famille en Italie, puisque mon papa est d'origine italienne. Et donc on était en vacances d'été à Brescia précisément. Et puis il se trouve que ce soir-là, il y avait un match amical qui était Brescia-Naples. Et quand j'ai su que Maradona jouait dans la ville, autant dire que j'ai fait des pieds et des mains pour que mes cousins puissent m'emmener voir ce match. Et j'ai eu la chance de voir jouer Diego Armando Maradona. Ouais. Voilà. Du coup, en direct dans le stade de... Exactement, il avait mis un superbe but en reprise en demi-volée. Enfin, je l'ai vu jouer. Et voilà, quand tu aimes ce sport, et à cette époque-là, je faisais du foot, c'était extraordinaire. Ok. Et aujourd'hui, tu fais du vélo. Comment est-ce que tu as fait la passation du foot au vélo ? Alors, en fait, j'ai fait effectivement depuis tout petit et inspiré par mes cousins italiens qui gagnaient toutes les courses auxquelles ils participaient. Depuis l'âge de 4 ans, j'ai voulu faire du vélo. Et puis, mon père n'a jamais voulu que je fasse du vélo. Donc, entre-temps, j'ai fait du foot, puisque j'habitais dans une petite ville de Saône-et-Loire qui s'appelle Guignon. Donc, j'ai fait du foot. Puis ensuite, j'ai fait du tennis, 3 ans. Et puis à 19 ans, j'ai pris ma première licence de vélo. Okay. Et donc j'ai gagné ma première course quelques mois plus tard. Et je m'étais dit dès le départ, si à 25 ans je ne suis pas coureur professionnel, je rentre dans la vie active. Et puis ce que je savais pas, c'est que c'est pas si facile. Tu vois, t'arrives pas à 19 ans et voilà, il faut déjà 19 ans, t'es déjà détecté, t'es déjà repéré, t'es déjà dans des centres de formation, voire dans des équipes professionnelles. Donc j'ai franchi les échelons et je suis arrivé en élite.
Donc l'échelon juste en dessous des professionnels à 25 ans, mais à cette époque-là, c'était fin des années 90, début des années 2000, il n'y avait pas autant de structures que maintenant, où maintenant, même en étant français, tu peux courir pour une équipe suédoise, belge, américaine. Ouais. C'était pas aussi structuré que maintenant, il n'y avait pas les divisions nationales. Et donc, je suis rentré dans la vie active à ce moment-là. Voilà. C'est hyper intéressant un peu cette naïveté du garçon de 19 ans qui se Exactement. dit j'ai très 5-6 ans pour être pro. Mais non, mais finalement, tu sais, je rencontre plein de gens qui me disent oui, c'est trop tard pour atteindre le haut niveau ou c'est trop tard pour atteindre mes rêves. Mais tu vois, au final, toi, t'en as fait quand même un parcours de vie, le cyclisme, hyper impressionnant, quoi. Et même si t'as pas eu le rêve que tu voulais avoir à ce moment-là, je pense, t'as fait des sacrés exploits, quoi, depuis. Ouais, effectivement, mais je pense que tu sais, les rêves, c'est quelque chose de très personnel, hein. Moi, j'ai toujours tendance à dire sur le podcast, à chacun son défi. Ouais. C'est-à-dire qu'un défi, c'est très très personnel. Certains, c'est courir à 10 bornes, d'autres, c'est courir 300 km. Enfin, tout dépend. Mais effectivement, après, je suis rentré dans la vie active et j'ai repris le vélo beaucoup plus tard, parce que j'avais décidé d'arrêter de faire du vélo sur un record de l'heure. Donc j'ai fait un record de l'heure en Dauphiné-Savoie. Okay. Pour découvrir quel était cet effort, la souffrance de cet effort. Et j'ai posé mon vélo et véridique, je ne l'ai repris que 8 ans plus tard. Ok. Pendant 8 ans, je me suis... toute l'énergie que je mettais dans l'entraînement, l'assiduité, le dépassement, je l'ai mis dans la création de ma société puisque j'étais à Lyon à cette époque et j'ai tenu 2 agences immobilières. Et toute l'énergie que je mettais au quotidien dans mes entraînements, je l'avais mis dans la création de ma société. Voilà. Okay. Et je suis revenu sur le vélo quand j'ai revendu mes agences immobilières. Tu vois, le sport a toujours été quelque part. En fait, quand je travaillais et que je me rendais compte que je faisais un peu plus de sport qu'à l'habitude, c'est quelque part, ça n'allait pas dans mon job. Ok, tu vois, je vois, ouais. Et c'est comme ça que je me disais, Arnaud, il y a un souci dans ton job. Je m'interrogeais moi-même. Et puis après, effectivement, j'ai découvert ce qu'on appelle l'ultra-distance dans le vélo. Un peu par hasard, en 2010, je cherchais un projet sportif, un peu aventure, qui allait me sortir de ces courses de clocher les dimanches où tu cours toujours avec les mêmes personnes, ça n'a plus de sens du tout. Tout ça pour gagner une bouteille de rosé, enfin, tu vois ce que je veux dire, ça n'avait plus de sens du tout. Et j'ai trouvé cette épreuve aux États-Unis, la Race Across America, et je me suis dit, waouh, un jour il faut que je fasse cette course. Et j'ai vu qu'il y avait, à l'époque, 4 Français qui l'avaient fait. Ouais. Et je me suis dit, mais c'est quand même dingue, personne ne les connaît, quoi. Ils ont réussi un exploit, personne ne les connaît. Et j'ai pris contact avec eux. Ça, c'est mon côté très partage. Voilà. Donc, j'ai pas hésité, je les ai appelés ou envoyé un email. Et il y en a 3 qui m'ont répondu un petit peu en gros, écoute, bon courage, quoi. Tu vois, en travaillant, si tu y arrives, bon courage. N'ayant jamais fait d'ultra-distance, bon courage. Et il y a un Lyonnais qui m'a reçu, j'habitais à Lyon, c'était parfait. Ouais. Je lui ai dit que dans 2 ans maximum, je la ferais, cette course. Lui aussi m'a dit, tu sais, en travaillant, c'est difficile de la faire. Et puis, je l'ai fait. Voilà, okay. Je me suis organisé pour la faire 1 fois, la faire 2 fois, et peut-être plus. Et il te disait qu'en travaillant, c'est compliqué. Oui, parce que l'ultra-distance, en fait, et le cyclisme en général, il faut des heures sur le vélo pour progresser et pour habituer ton corps, et encore plus en ultra-distance. Certes, si en semaine, tu peux t'en sortir avec des sorties de 2-3 heures, c'est quand même, c'est pas aller en salle faire 3/4 d'heure, quoi. Bien sûr, ouais. Plus ta douche avant, ta douche après, tes transports pour retourner sur ton lieu de travail, c'est une demi-journée, quelque part. L'entretien de ton vélo, la nutrition. Voilà. Et le week-end, c'est des sorties de 8 à 12 heures pour habituer ton corps à cet effort qui est lent et long, tu vois. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu aux auditeurs ce que c'est que la Race Across America? Moi, je la connais bien, du coup, maintenant, cette course. Mais c'est une course, effectivement, qui est très peu connue. Ouais. Et quand je l'ai vue, quand j'ai regardé un peu les images, quand je t'ai entendu en parler, franchement, ça donne ça fait rêver, quoi. Enfin, ça fait rêver et en même temps, ça fait extrêmement peur. Ouais, exactement, c'est tout à fait ça. Ça fait rêver, ça fait extrêmement peur. En tout cas, moi, c'est une épreuve qui a changé ma vie, très clairement. Très clairement, qui a changé ma vie. En fait, la Race Across America, c'est une épreuve qui existe depuis 39 ans. Donc ça existe, tu vois, ça existe depuis 39 ans. Ouais. Ça a été créé dans les années 80 par John Marino. Et au départ de cette première épreuve, ils étaient 5 sur la ligne de départ. Ok. Voilà. Alors, cette épreuve consiste à traverser les États-Unis d'ouest en est. Donc, généralement, les départs sont entre San Diego et Los Angeles. Et l'arrivée est entre Baltimore et Washington. Ok. Voilà. Et donc, l'épreuve fait 5000 km. Et depuis qu'elle existe, il faut réussir à traverser les États-Unis en vélo en moins de 12 jours.
Ce temps a toujours été le même depuis la création de l'épreuve. Pourquoi donc, 12 jours, si tu fais le calcul, ça représente 400 km par jour en moyenne à peu près, okay. Sur ton vélo, en traversant les déserts. Parce que dès que tu quittes la Californie, tu rentres dans le désert, donc c'est 50 degrés. Et puis ensuite, tu as les Rocheuses, où tu montes dans le Colorado. Le Colorado, c'est un état où il y a 54 sommets à plus de 4000 mètres, je crois. Voilà. Et puis ensuite, tu as les plaines du Kansas, qui sont très perturbantes mentalement, parce que tu fais le tour à 360 et c'est plat comme la main. Donc si tu as un vent de dos, tout va bien. Mais si tu as un vent de face, tu sais que pendant 2 jours, tu l'auras de face, quoi. Ouais. Et puis ensuite, tu rentres dans des états un peu plus vallonnés, les Appalaches, une chaîne des Appalaches, avant d'arriver vers la mer. Mais tu roules sur des autoroutes, tu empruntes des autoroutes. C'est une route, un parcours qui est fixe pour tous. Donc on se double, on se redouble. Maintenant, avec les technologies, on est tous équipés de GPS, donc on sait précisément où on en est dans la course. Donc voilà, c'est une épreuve qui est totalement folle, quoi. C'est totalement folle. Et sur les dernières, tu disais qu'au début, il y en avait la première avec 5 participants. Oui. Ça me rappelle un peu le premier Ironman où je crois qu'ils sont partis à 11 et il n'y en a qu'un seul qui a terminé. Ça a été créé quasiment la même année que l'Ironman, ouais. Ok, d'accord. Ouais. Et maintenant, il y a combien de participants à ce type de course ? Alors en fait, l'ultra-distance s'est développée depuis, arrive seulement en France depuis quelques années et explose un petit peu en France. Grâce à toi, on va en parler après. Ouais, j'en parle beaucoup. C'est vrai que j'ai énormément parlé de cette épreuve. Et j'agis, hein, je fais pas que parler, j'agis aussi pour ça. Au départ, ils étaient effectivement 5 et puis ils ont commencé à être un peu plus jusqu'à fin des années 90 où ils ont ouvert l'épreuve aux équipes. D'accord. Donc c'est-à-dire que tu avais la possibilité de faire cette épreuve en équipe de 2, de 4 et de 8. Donc ça a encore plus amplifié le phénomène puisqu'aux États-Unis, ils sont très dans les œuvres caritatives. Ça fait partie de leur éducation de participer, de donner de l'argent pour une œuvre caritative ou une association. Ils redonnent beaucoup de manière personnelle. Exactement. Et donc les entreprises ont décidé de faire ces épreuves-là à 8, mais pour lever des fonds pour des associations. D'accord. Donc c'est comme ça que les équipes fonctionnent aux États-Unis. Toutes les équipes qui participent, c'est adossé à une association. Okay. Ouais. C'est une entreprise qui est adossée à une association. Et puis maintenant, ils ont tellement vu que l'ampleur prenait du phénomène, un phénomène important, mais que c'était aussi dangereux quand même. Hein. Il y a déjà eu des décès sur cette épreuve. Donc c'est dangereux parce que c'est pas humain. Très clairement, c'est compliqué quand même faire 400 bornes par jour pendant 12 jours maximum. C'est compliqué. Donc ils ont, en fait, pour être au départ, il faut être sélectionné et avoir fait une épreuve qualificative. Et il y en a 51 dans le monde. Et une fois que tu te qualifies, donc tu termines cette épreuve, tu es qualifié pour les 12 mois qui suivent. Voilà, et tu peux participer à la Race Cross America. Mais sinon, c'est pas possible en fait. Ok, d'accord. Et je t'entends souvent parler avec tes auditeurs du coup sur ton podcast Ultra Talk où effectivement tu interviews des gens qui font de l'ultra à distance, un peu sur de la course à pied, du vélo essentiellement, du triathlon aussi, il me semble. C'est ça. Et tu parles souvent d'un phénomène que alors moi je n'ai jamais vécu encore, qui s'appelle être dans la zone. Ah, la fameuse zone. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est ? Ouais, on appelle ça le flow, le flow ou la zone, effectivement, mais en fait, c'est un état, c'est presque un état de grâce, en fait. C'est quand tu entends les sportifs à la fin d'une épreuve en disant j'étais sur un nuage, ou c'est une sensation très, très particulière. Moi, je l'ai connue, alors je ne vais pas dire dans ma carrière cycliste, parce que je prétends pas avoir une carrière cycliste, mais depuis que je fais du vélo, je l'ai connue 2 fois. C'est-à-dire, j'ai eu 2 fois cette sensation où tu n'as plus aucune douleur, tout ce qui se passe autour de toi, c'est très fluide. Tu avances à une vitesse folle et tu n'as pas mal nulle part. Tout va bien en fait. Okay. Et je me suis renseigné sur cet état-là. Et en fait, scientifiquement, on va dire ça comme ça, c'est expliqué par le fait que c'est ce qu'on appelle le lâcher-prise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu ne peux plus tout contrôler. Tu ne peux plus tout contrôler, ni la vitesse à laquelle tu avances parce que tu as mal partout, ni le vent il est contre toi, tu ne peux pas le contrôler. Tu lâches totalement prise en fait. Donc, tu es juste dans un état où tu avances. Et c'est le kiff total en fait. C'est vraiment, c'est très difficile tu maîtrises pas tous les paramètres pour entrer dans cette zone-là. Généralement, tu y arrives, mais après, il y a quand même de l'épuisement. C'est une association de plein de choses en fait, tu vois. La recherche de performance, mais en même temps de la fatigue. Et c'est un lâcher-prise total. Prise total. Et sur 12 jours, tu le vis combien ? C'est quoi ? Ça se compte en secondes, en quelques minutes ? Parce que à côté
de cette sensation de plaisir énorme, c'est quand même beaucoup de mental, de douleur, parce que j'imagine que le physique au bout de 12 jours, il est complètement, il est à plat, quoi, ton corps. Alors en fait, au bout de 72 heures, je pense, tu sais où ton corps peut t'emmener. C'est-à-dire que au bout de 72 heures, la suite, même si c'est 8 jours, 15 jours, tu pourras pas aller plus vite. Ouais. Tu vois. Et tu iras moins vite si ton mental lâche. Mais si ton mental décide d'avancer, c'est comme si ton corps se mettait en pilote automatique. D'accord. Il faut juste que ton mental décide d'avancer. Voilà. Et résister aux douleurs, essayer de les effacer. Voilà. Mais oui, moi j'ai énormément souffert aux États-Unis. Les gens qui livrent le livre qui retrace cette aventure, qui s'appelle Rêve Cross America, qui est disponible aux éditions Rossolis, mais aussi sur les plateformes, me font le feedback en me disant, mais en fait, tu as eu mal très très tôt. Ouais. Oui, j'ai souffert au bout du 2e jour. J'ai eu de grosses blessures à la selle. Ouais. Et quand sur le vélo, tu sais que tu as 5 points d'appui, qui sont tes 2 pieds, tes 2 mains et ta selle, moi j'ai été vite coupé à la selle, à l'assise, de par la transpiration, le fait de m'être arrosé dans le désert pour me rafraîchir, et l'eau a coulé, est venue stagner dans mon cuissard et m'a coupé au niveau de la peau à 12 endroits. Donc j'ai souffert. Même maintenant, je me lève les matins, je me dis mais comment j'ai fait pour faire cette épreuve. Ouais. Donc je pense que j'étais vraiment dans un état de concentration extrême et je n'avais pas d'autre choix que de finir. Et quand j'étais au départ de cette épreuve, il n'y avait pas d'après. Ouais. Ça m'a marqué ça. Même quand j'explique, quand je fais des conférences, des talks, sur la ligne de départ, je ne me projette pas dans l'après-course en fait. Il n'y en a pas. C'est-à-dire que moi, il y a la course que je dois terminer absolument. Même cet état de concentration après coup me surprend. Donc tu es dans l'instant présent au maximum, quoi. Complètement. J'étais vraiment hyper focus, hyper concentré, très attentif à toutes les réactions de mon corps, les signes que mon corps pouvait m'envoyer, pour essayer de l'analyser, de l'expliquer, de comprendre. Il faut être très très à l'écoute de soi-même. Ouais. Ah, bah, j'imagine. Et tu dors un petit peu pendant ce type d'épreuve ? Alors sur 12 jours, j'ai dormi bien évidemment, parce que la clé de la performance dans ce type de discipline, c'est ça. C'est à celui qui dort le moins, mais en même temps qui va le plus vite possible. Je dormais à peu près 1h30, une heure et demie par jour, dans lequel j'ajoutais, sur la fin, parce que j'étais vraiment au feu rouge, je m'endormais sur mon vélo. Hein. Donc je rajoutais 2 micro-siestes de 15 minutes. Ok, ouais. Donc c'est vraiment épuisement très extrême. Ouais. Tu peux te préparer à ça, à dormir très peu ? Tu peux te préparer à ça, bien évidemment. Il y a l'auto-hypnose qui aide à récupérer très très vite. Et puis il y a le fait de se connaître, comme je te le disais, il y a le fait de se connaître parfaitement. C'est-à-dire que dans ce type de discipline, il faut aller le plus loin possible. Ouais. Donc c'est pas très humain, hein, mais il faut aller le plus loin possible de la fatigue. Et quand tu t'arrêtes, c'est pour dormir. C'est-à-dire que quand tu dis pas, allez, ce soir je m'arrête à 20h et on dort. Donc tu t'arrêtes à 20h, mais si tu cherches ton sommeil ne serait-ce qu'un quart d'heure, tu perds du temps. Donc quand tu descends du vélo, il faut que tu dois tout de suite dormir en fait. Tout de suite dormir. Donc il faut vraiment optimiser tous ces enchaînements-là. Et c'est ce qui fait la performance. Et j'avais vu ça avec des ultra trailers qui avaient appris à s'endormir sur commande, et dont un copain aussi qui se reconnaîtra, qui lui pouvait s'endormir à un dîner, quoi. Un dîner entre amis, si son cerveau lâchait une minute, exactement. Il s'endormait. Moi, c'est une compétence que j'ai développée aussi, c'est-à-dire que je sais pas, si j'ai un quart d'heure, je suis capable de m'endormir très très vite effectivement et de me réveiller le quart d'heure d'après. Voilà, et ça fait énormément du bien à ton corps. Ouais, ok. Bah écoute, je te demanderai des petits tips pour que tu m'apprennes à dormir sur commande, parce que moi le sommeil, c'est quelque chose qui me passionne et je suis vraiment en ce moment c'est un des sujets que j'étudie le plus, donc je te demanderai les petits conseils. C'est difficile, c'est très complexe. Ouais. Et j'imagine pour ce type d'épreuve, tu pars pas tout seul, tu pars avec une équipe. Effectivement, ouais, ce type comment est-ce que tu la constitues et comment est-ce que tu la prépares, combien de temps à l'avance ? Alors en fait, quand tu te lances dans la Race Across America ou dans toute autre épreuve d'ultra-distance, parce qu'il en existe plein depuis, c'est des épreuves avec assistance. C'est comme si tu créais ton entreprise. Très clairement. Faut vraiment avoir cet esprit d'entrepreneur. Puisque des gens qui veulent faire ce type d'épreuve, j'en rencontre tous les jours, j'en rencontre plein. Mais très peu franchissent le pas. Parce que c'est difficile de constituer ton team, donc aller chercher les bonnes personnes avec les bonnes compétences, que ça soit sur le massage, sur l'alimentation, sur te parler dans l'oreillette. Il faut avoir une personne qui sache te rassurer, mais en même temps te booster, et en qui tu es entièrement confiance. Pour les consignes, ne pas remettre ces consignes en question. Enfin, c'est très très particulier. Tu dois avoir une confiance extrême. Il faut, sinon, si tu remets en question ou en doute une consigne dans l'oreillette, donc tu vas te mettre à réfléchir,
Moi, je raisonnais comme ça, en fait. Je me disais, si je ne fais pas confiance à cette personne, je vais perdre des calories à réfléchir. Ce que tu comptes en calories, très clairement, c'est une dépense énergétique. Donc, tout est calculé. Tout est le relâchement physique du corps, enfin, tout est calculé. Et donc, il y a constitué ton équipe, mais il y a aussi aller chercher des partenaires. Et aujourd'hui, quand tu es sportif, aller chercher des partenaires, quand c'est le sportif qui vend son projet. Alors, j'ai toujours tendance à dire en France, je ne sais pas comment c'est à l'étranger, mais en tout cas en France, c'est difficile. Puisque les décisionnaires, les responsables marketing, qui ne font pas forcément du sport d'ailleurs, eux vont voir en face d'eux un sportif et non pas un entrepreneur. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Exactement ce que tu veux dire. Et moi, certains m'ont répondu, en fait, tu veux que je finance tes vacances? Et là, je me suis dit, en fait, non, j'ai du mal à m'exprimer, en fait, parce que vous ne m'avez pas compris. Ouais. Donc, tu vois, en tout cas, moi, je me trouve confronté à cette difficulté-là. Et en ce moment, on pourra en parler des projets que je monte actuellement. C'est pour ça que je prends du temps dans la réflexion et dans l'équipe que je suis en train de constituer pour qu'elle m'aide sur ça. Mais c'est comme si tu crées ta boîte, puisqu'il faut aller défendre ton projet, le pitcher plusieurs fois, relancer pour avoir les fonds. En même temps, c'est constituer ton équipe, aller chercher les meilleurs matériaux, discuter de la stratégie. Parce que c'est très stratégique. C'est pas juste un mec qui est sur son vélo. Quand j'ai encadré, j'étais team manager d'une équipe sur la Race Across America, une équipe de 2 Français cette année. Ils sont venus me chercher pour mes compétences et j'ai utilisé des applications de vent, de météo. Et j'ai demandé à mes coureurs de ralentir quelques fois pour éviter le nuage de pluie qui passait. Donc ce type d'épreuve, c'est pas qu'un cycliste qui pédale sans réfléchir. Ouais. Il y a une vraie stratégie. Et ce sont pas, on dit, mais les mecs ils sont fous en fait pour faire 5000 bornes en vélo. C'est tout le contraire. Tout est étudié. La position sur le vélo, quelle matière au niveau du maillot, quel casque pour la meilleure pénétration dans l'air, les roues, la vitesse à laquelle je roule, les watts dépensés, l'alimentation que tu ingurgites. Enfin, tout est étudié et c'est ce qui fait la performance. Ok. Bon, de toute façon, on va creuser un ou deux points quand même parmi tout ça, mais ça me fait beaucoup penser à un autre épisode que j'ai fait avec Mathieu Torder, qui lui est allé au pôle Sud. Mathieu Torder, bien sûr. Et que tu as rencontré bien sûr, aussi. Extraordinaire. Et effectivement, il me disait, moi, ma vie, elle me ressemble beaucoup plus à celle d'un entrepreneur. Plutôt qu'à celle d'un aventurier ou d'un explorateur. Ouais, donc, c'est exactement ça. Dès que tu montes un projet de grosse ampleur dans le sport, c'est comme si tu montais ton entreprise. Ouais. Et en plus, même j'irais plus loin, parce que comme tu le disais, il y a une part stratégique. Moi, des entrepreneurs, j'en connais beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont des fonceurs et qui font et qui verront après. Là, toi, tu dois quand même prendre le temps de te poser, d'aller chercher les compétences et aussi de monter une stratégie. Ouais. Parce que beaucoup d'entrepreneurs, je trouve, à mon goût en tout cas, n'ont pas forcément. Ils vont juste chercher les prochains clients. Mais c'est pour ça que j'essaie de m'entourer, parce que j'ai plus cette mentalité de fonceur. Donc j'essaie de m'entourer justement pour justement avoir plus de recul et anticiper en fait. Et avoir une vision, enfin même si tu as une vision toi en tant que sportif, tu sais où tu vas aller et comment tu veux le faire. Je trouve que c'est bien d'avoir une équipe autour de toi. Parce que déjà, il y a plus d'idées dans plusieurs têtes que dans une. Et puis de confronter les idées, d'analyser les stratégies, ne serait-ce qu'une stratégie pour quelle marque on va aller chercher, tu vois, quel partenaire on va aller solliciter. Est-ce qu'on va solliciter celui-ci? Est-ce que ça va bien matcher avec celui-ci? Ou est-ce qu'il y a des liens avec un autre? Enfin, même dans la démarche d'aller chercher des partenaires, que ce soit de la dotation ou de l'argent, c'est bien d'avoir une stratégie et non pas arroser par mail tout le monde. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Même ça, il faut une vraie stratégie. Non, et puis de toute façon, trouver un partenaire, le mot partenariat, de par sa racine, veut dire que voilà, c'est main dans la main. Exact, c'est ce que j'allais dire. L'autre et l'autre qui choisit l'un. Il ne faut pas aller voir quelqu'un en disant j'ai besoin de 10 000. Ouais. Non, c'est voilà mon projet, voilà ce que je vais faire. Par rapport à vos valeurs, par rapport à là où vous voulez aller, est-ce qu'il y a des choses à faire en commun et comment on peut avancer ensemble? Je pense que c'est la meilleure formule. Ah ouais, non, mais je suis tout à fait d'accord. Et en plus, ça se sent quand la marque aussi va, tu vois, de son plein gré et qu'elle a un projet aussi derrière et qu'elle le fait pas par hasard. Du coup, tu avais abordé très rapidement tous les différents curseurs dans la performance. Moi, il y en a un qui m'intéresse beaucoup, c'est la nutrition. Oui. Pourquoi ça m'intéresse? Parce que comme je te disais, j'ai fait beaucoup de triathlon et quand j'ai commencé à faire du longue distance, à chaque fois ça a été un cauchemar. J'ai tout essayé, j'ai essayé d'arrêter le gluten, j'ai essayé d'arrêter la viande et au final ça m'a un petit peu écœuré parce que j'ai jamais réussi à trouver le confort intestinal que je voulais, même après 5h30 d'effort. Toi, comment est-ce que tu fais du coup sur 12 jours? Comment est-ce que tu t'alimentes? L'alimentation, c'est vraiment difficile parce qu'on est tous... quand je me suis lancé moi dans l'ultra, j'ai pris contact avec tous les ultra cyclistes de la planète, les plus performants, en leur demandant des conseils.
en disant voilà, je vais faire la Race Cross America. Sur l'alimentation, qu'est-ce que tu peux me donner comme conseil? Donc tous m'ont donné quelques tips, mais tous m'ont dit aussi, tu sais, il n'y a que toi qui sauras ce qui te convient le mieux, en testant, en écoutant les réactions de ton corps, quand tu prends un gel, quand tu prends une barre, quand tu prends du salé, du sucré, c'est toi qui verras comment tu réagis. Et je pense qu'effectivement, c'est bien d'avoir des grandes lignes, mais moi, mes plus beaux échecs ont permis de construire ma réussite. Ok. Je t'explique, c'est que je m'explique, ouais. Je m'explique, c'est que j'ai fait 2 hyperglycémies en préparant la Race Cross America. Ok. Et c'est une hyperglycémie, c'est pire qu'une hypoglycémie. Une hypoglycémie, c'est quand tu manques de sucre, et une hyperglycémie, c'est quand tu as trop de sucre dans le corps. Et ces deux échecs sont arrivés alors que j'étais en tête de l'épreuve d'ultra. C'était un 24 heures. La première épreuve, c'était un 24 heures, et la deuxième épreuve, c'était la Race Across Italia. Et en fait, ces 2 épreuves-là, j'étais en tête, et je me suis tellement grisé, j'étais tellement euphorique, et c'était inattendu pour moi de me retrouver en tête de 2 épreuves d'ultra, que je me suis dit, bon là, il ne faut pas que je déconne, il faut que je m'alimente, il ne faut pas que je prenne de fringales. Et j'ai pris trop de sucre, trop de gel. Et là, explosion le foie, en fait, il devient confit, il sature en sucre. Ouais. Et en fait, ton corps, il devient... Alors déjà, tu as des nausées, tu ne te sens pas bien du tout, et tu ne peux plus rien faire. Tu peux plus rien faire. Ne serait-ce que visuellement de voir un aliment, tu es écœuré. Ne serait-ce que visuellement. Tu peux plus boire, tu peux plus t'hydrater, tu peux plus manger. Et là, forcément, si tu t'hydrates plus et si tu manges plus, au bout d'un moment, ton corps... voilà. Et moi, ça m'est arrivé en Italie, notamment, pour moi, l'Italie, ça a été le plus bel échec. Ça a été le socle de ma réussite de la Race Cross America. C'était en 2014. J'étais en tête de l'ultra. Et là, plus de son, plus d'image, j'ai été 8 heures sans m'alimenter, 8 heures à pédaler, coup de pédale après coup de pédale. Là, j'ai fait preuve par contre d'une persévérance incroyable. Et je pleurais sur mon vélo en me disant, mais tous mes proches qui m'ont fait confiance, et là j'avance à 15 à l'heure, je suis incapable de finir une épreuve de 800 bornes, alors que dans un an, je vais faire 5000. C'est impossible en fait. Ouais. Et honnêtement, quand j'ai abandonné cette épreuve, et là aussi ça a été une leçon parce que je n'aurais jamais dû abandonner. J'aurais dû, en ultra, et ça je le retrouve sur les courses que j'organise, les gens réagissent comme ça. Dès que ça va pas, on abandonne. Non, en ultra, tu as le temps de dormir, de te reposer, et 2 heures après, tu dors, et 2-3 heures après, ça ira mieux. Et tu peux repartir. Tu vois ce que je veux dire? Et en Italie, j'ai pris la décision d'abandonner. Et mes assistants étaient tellement fatigués, eux aussi, qu'ils n'ont pas essayé de me relancer. Ou en me disant, Arnaud, tu dors et ça ira mieux après. Même pas. Ils ont rangé mon vélo sans discuter. et quand j'ai vu sur les réseaux sociaux que mon abandon était annoncé, je me suis dit, waouh, j'ai fait une erreur. Et ça m'a servi, parce qu'en 2014, donc quand je suis revenu de la Race Cross Italie, j'ai pas fait du vélo pendant 3 semaines à me dire qu'est-ce que je fais. Est-ce que je me lance vraiment sur la Race Cross America? Est-ce que j'en suis capable? Ou est-ce que j'en suis pas capable en fait? Et en fait, je me suis dit, on y va quand même. Par contre, on remet tout à plat. Et j'ai remis toute mon alimentation à plat et je me suis rendu compte qu'en fait, on utilise, et je pense que c'est la majeure partie des sportifs qui se lancent dans le long, trop de sucre. Ouais. Et donc les gens au bout de 150 bornes ou 5 heures d'effort... Sucre, tu veux dire en termes glucides ou en termes de goût? Les gels, les boissons. Ouais. Dans l'ultra, il faut prendre de l'eau, principalement de l'eau, dans tes bidons ou dans ton hydratation. Et après, tu t'alimentes. Il faut alterner salé, sucré. Tu as aussi de l'alimentation liquide qui est très très bien puisque ça évite d'avoir 30% de ton flux sanguin qui soit concentré au niveau de ton intestin. Parce que l'intestin consomme énormément d'énergie. 30 à 35%. Ouais. C'est pour ça que dans le long, moi, la Race Cross America, 70% de mon alimentation était liquide. Okay. Que liquide. Donc, ça, tu vois, tu vas chercher toutes ces petits détails. Mais l'alimentation, c'est déjà t'alimenter comme tu le sens et voir les réactions de ton corps. L'écœurement, pas écœurement. Est-ce que je suis plus sacré? Est-ce que je suis plus sucré? Voilà. Ouais. Plus salé, pardon. Plus sucré. C'est ta propre analyse qui va savoir tu vas savoir ce qui te correspond le mieux. Et tu le testes avant, tu vois, typiquement, tu dis que 70% de ton alimentation est liquide, toi tu l'as testé avant. Tu ne pars jamais sur une épreuve d'ultra. Ouais, tiens, je vais tester ça aujourd'hui. Ouais, mais ça, j'imagine. Tu le testes à l'entraînement. Tu le testes pendant combien de temps? Tu reproduis exactement la situation que tu vas rencontrer. En fait, il faut. Je pense que c'est la meilleure formule. Tu te lances pas sur 5000 sans avoir fait avant 1500. Ouais. Parce que ton corps, au bout de 3 jours de vélo, déjà, tu vas découvrir des réactions que tu n'imaginais pas. Comme quoi? Comme la fatigue, la douleur. La douleur, un genou, puis tu vois en fonction finalement qu'elle passe. Puis mentalement aussi. Comment tu penses à quoi au bout de 3 jours sur le vélo? Tu vas apprendre à découvrir comment tu raisonnes. Puis surtout, tu vas aussi apprendre que c'est possible. Ouais. Que tu peux pédaler au bout de 3 jours et que tu peux rouler aussi vite que le premier jour.
C'est ça qui est fou, parce que ton corps s'habitue, parce que tu l'alimentes, donc il a la nourriture nécessaire et tout ce qu'il faut pour qu'il évolue rapidement. Donc tu découvres des choses que tu n'imaginais pas. Ah, ok, bah ouais, j'imagine. Et tu en ressors beaucoup plus fort. Et moi, c'est mon avis, mais quand tu termines ce genre d'épreuve d'ultra, que ce soit du vélo, du trail, d'Ironman, ce genre de choses où tu vas quand même très très loin, tu en ressors différent. Ouais. Tu en ressors différent. Tu n'es plus la même personne. Enfin, moi, au bout de 12 jours, en tout cas, où j'ai passé 12 jours sur le vélo, j'ai terminé, j'étais pas la même personne, ça c'est clair. Oh, mais ça, je veux bien te croire. Ouais. Déjà, moi, au bout de 6 heures, il s'est passé quelque chose de fort, donc j'imagine même pas après 12 jours. Mais en tout cas, je suis vraiment bluffé. Et si on revient rapidement, du coup, à la confiance que tu fais avec ton équipe, comment est-ce que toi, tu avais préparé ça en amont avec eux et comment est-ce que tu les avais comment est-ce que tu les fais travailler ensemble avant l'événement? Alors en fait, en 2015, l'épreuve où j'ai fait la Race Cross America en solo, j'avais déjà fait la Race Cross America en 2013 en équipe. Ouais. Quand on est arrivé la première année en 2013, au départ de la Race Cross America, on a pris une grosse claque, puisqu'on s'est rendu compte qu'en fait, en France, on ne connaissait pas d'ultra-distance, mais qu'aux États-Unis, ils avaient professionnalisé cette discipline. Puisqu'il y avait une vraie organisation. Nous, on avait un camping-car de touristes, tu vois. Okay. Eux, ils avaient des vannes aménagées, climatisées. Et là, il y avait un gap entre nous et eux qui était énorme. Et là, tout de suite, j'ai pris beaucoup de notes. En fait, en 2015, j'ai pris énormément de notes sur comment ils étaient organisés. J'ai demandé à visiter les bus pour voir comment ils étaient à l'intérieur. Donc, je me suis énormément intéressé à ça. Et quand on a terminé en 2013, quelques mois après, j'ai rappelé toute mon équipe, tous mes équipiers en disant voilà, on retourne sur la Race Cross America en 2015, mais cette fois-ci, j'y vais solo. Est-ce que vous venez? 80% m'ont dit oui. Et j'ai complété, donc déjà ça veut dire que des gens qui se connaissaient, je savais qu'ils pouvaient bosser ensemble et qu'il y aurait zéro conflit, puisque sur ce type d'épreuve, il est déjà arrivé que des coureurs arrêtent parce que l'équipe se cassait. L'équipe ne s'entend plus, se prend la tête, parce que c'est très intense aussi pour l'équipe, elle ne dort pas. J'imagine. Le camping-car, la voiture n'arrête pas, c'était jamais posé. Donc c'est très difficile pour eux. Donc il fallait une équipe qui soit très solidaire et tournée uniquement vers un objectif qui était de finir cette épreuve. Et donc, je savais que ces personnes-là étaient solidaires entre elles. Donc, j'ai été complété avec des compétences, notamment le kiné, notamment la stratégie. Et on a fait un test avant en France. On a fait le Tour de France en vélo pour voir si ça matchait. Et c'est comme j'ai vu que quand je suis parti, j'avais aucun doute. Aucun doute sur mon équipe. Ouais. Ça, je reconnais que c'était une chance. Pour moi, c'était pas un problème l'équipe. Je savais que ça allait le faire et qu'ils allaient tous être concentrés sur ma performance. C'est marrant, il y a beaucoup d'analogies à faire avec l'entrepreneuriat. Bien sûr, plein. Ça, tu fais bien de le mettre en lumière et je trouve que c'est vachement inspirant. Pour moi, à partir du moment où il y a doute, il n'y a plus de doute, comme on dit. Tu vois, si j'avais eu un doute sur une personne, sur le vélo, j'aurais gambergé, j'aurais posé la question à mon chef d'équipe et lui, comment ça se passe? Et non, ça, c'est pas possible. Ok. Bon, ressorti de toute cette expérience incroyable, depuis 2 ans, je crois que c'est la 2e édition qui vient d'avoir cette année, tu as lancé la Race Cross France. Exact. Donc tu essayes de reproduire, en tout cas de le faire différemment à la sauce française, la course que tu as fait aux États-Unis. Comment t'es venue l'idée? Comment est-ce que tu t'es lancé dans ce projet-là? Si on parle plus au cyclisme mais à l'entrepreneur. Ouais. Alors déjà, c'est une de mes fibres. Hein. J'ai la fibre d'entrepreneur puisque j'ai déjà été chef d'entreprise à Lyon. J'ai monté des agences immobilières. Voilà. Quand j'étais étudiant, c'est moi qui lidais les associations étudiantes. Donc j'ai cette fibre-là de l'idée d'avancer et de créer, de partager. Voilà. Donc ça, c'est mon trait de caractère. Et en fait, j'ai eu l'idée en 2014. Je l'ai fait en 2013. Ouais. Je me suis dit, putain, c'est top. Et en 2014, je préparais 2015 et je me suis dit, mais il faut absolument qu'on ait ce type d'épreuve en France. C'est comment le pays du Tour de France, ça existe en Irlande, il y a la Race Cross Irlande, il y a la Race Cross Italie, il y a la Race Cross Suisse, il y a la Race Cross Slovénie, la Race Cross Autriche, la Race Cross en Inde. C'est une même marque qui duplique... Ils n'ont pas déposé la marque. D'accord, donc tout le monde reprend le même nom, mais personne ne prend un ticket dessus. Exactement. Ce qui est un peu dommage, je trouve, excuse-moi, je fais une petite parenthèse, mais dans le sport... Tu vois, on peut le voir avec le CrossFit, on peut le voir avec l'Ironman. C'est ce qui fait que l'ultra-distance n'a pas grossi aussi vite que l'Ironman. C'est que ceux qui ont créé la Race Cross America,
n'ont pas eu cette vision, tu vois, de se dire on va fédérer, on va faire un circuit mondial. Ouais. Moi, je suis en contact avec les organisateurs de la Race Cross America. Je suis en contact très régulier. On essaye maintenant d'essayer de créer un circuit et de voir comment on peut intéresser les médias, les télés. Voilà, quand je regarde des chaînes comme l'équipe par exemple et que je vois des épreuves de triathlon, certes l'effort est beau, mais c'est un petit peu enfin, je trouve que c'est pas très fun. Okay. Je me dis que dans l'ultra, on peut peut-être construire quelque chose, tu vois. Donc ça m'est venu en 2014. Je me suis dit, je dépose la marque. Donc j'ai déposé le nom, j'ai déposé la marque Race Cross France qui m'appartient à l'INPI. Et puis j'ai pris un petit peu de temps. Déjà, en 2015, j'avais toute ma préparation à faire physique, donc j'avais pas le temps de développer. Et puis ensuite, c'est par des contacts, par des discussions, on s'est dit, bon allez, c'est le moment, on y va. Et donc première édition en 2018. Où le storytelling, en fait, c'est un petit peu de dire, voilà, on va faire débarquer l'ultra-distance en France. Ouais. Qui dit débarquement, on a dit on va faire un lieu de départ sur les plages de Provence. Okay. Et puis on va essayer de trouver un lieu en Normandie pour faire une arrivée sur les plages de Normandie. Donc on a fait un départ de Mandelieu-la-Napoule, okay. qui nous aide énormément et on est ravis de travailler avec eux. Et on n'a pas trouvé vraiment en Normandie, donc du coup on les fait arriver un peu plus haut, au Touquet. Ok, voilà. bon, juste à côté. Et ouais. on passe sur les plages d'Utah Beach en vélo. Voilà. Donc le but, c'était pas de faire une diagonale entre Mandelieu, la Napoule et le Touquet, mais de faire venir. Le but, c'était de faire venir les étrangers à la base. Et donc le circuit est juste mythique, puisque tu pars de Mandelieu à la Napoule, tu vas faire le Ventoux. Tu sors du Ventoux, tu fais le Vercors, ensuite tu vas chercher les Alpes. Donc les coureurs font tous les cols mythiques des Alpes, l'Alpe d'Huez, le Galibier, le Lautaret, le col de l'Iseran. Ensuite, passe vers le lac d'Annecy, remonte pour aller chercher les châteaux de la Loire, à Chambord, passe devant Chambord, ensuite monte à Utah Beach, le pont de Normandie et vont arriver au Touquet. Donc le parcours est magnifique, très très difficile, un des plus difficiles au monde. On le savait en le traçant, mais on n'a pas voulu communiquer sur ça. C'était pas notre axe de communication de dire c'est la course la plus dure au monde. Ouais. Pas du tout. La réputation se fera par les coureurs eux-mêmes. Et c'est ce qui est en train de se passer. Voilà. Donc voilà, on essaie de développer cette discipline en France. Et comment tu t'y prends un petit peu plus de manière, on va dire, technique, parce que j'imagine tu dois convaincre des mairies de pouvoir utiliser les routes, donc tu as cette partie-là. J'imagine que ça coûte aussi de l'argent de créer un village et de créer toute la partie logistique un peu, la partie sécurité, parce que tu dois assurer la sécurité des coureurs. Comme on l'a dit, ça se fait en équipe, mais il y a aussi les organisateurs qui ont leur part de responsabilité. Ouais. Quels sont un peu les points sur lesquels t'as dû beaucoup plus travailler Alors, en fait, j'ai la chance déjà d'être entouré par une équipe de bénévoles qui m'accompagne. Et après, je vais prendre des prestats en externe. Mais alors, en France, tu vois, on a cette particularité où quand tu veux faire une épreuve, tu vois, comme aux États-Unis, en Italie, en Irlande, leur épreuve est chronométrée. Et ça ne pose pas de problème sur tout le long du tracé. Moi, si en France, je veux faire une épreuve chronométrée, il faudrait que je puisse barrer tous les carrefours pendant 2600 km. Voilà. Donc, je vois ta réaction, tu souris. Donc, j'ai rencontré les fédérations. Je leur ai expliqué mon projet. Ils ne connaissent pas l'ultra-distance en France. Ah, bien sûr. Les fédérations voient ça de loin, mais ne maîtrisent pas. Donc, du fait qu'elles ne maîtrisent pas, elles ne veulent pas prendre de risques. Donc, du coup, je déclare mon épreuve non chronométrée. Parce que c'est juste logistiquement, c'est juste pas possible. Donc par contre, on a un village départ effectivement à Mandelieu, où on est dans un espace hyper sécurisé, où il y a nos partenaires qui sont présents. Et puis une fois que les coureurs partent, puisque les coureurs partent toutes les 2 minutes, ils sont équipés de balises GPS pour leur sécurité, et nous on sait précisément où ils sont. Et ils ont un petit bouton d'urgence, et s'ils ont le moindre souci, ils appuient sur ce bouton d'urgence, et automatiquement, on reçoit un SMS avec un point GPS, et on le sait précisément où ils sont. Donc on peut venir le secourir ou intervenir ou envoyer des pompiers, quelqu'un qui peut venir les aider. Et puis ensuite, on suit comme ça tous ces participants qui évoluent tout au long du parcours. Et les mairies nous aident avec des pôles de bénévoles à faire en sorte que la structure gonfle tout doucement. On est sur un sport de niche. Quand on parle du vélo en France, on nous parle tout de suite du Tour de France. C'est la seule référence aujourd'hui en France. Quand tu vas avoir un partenaire, pour lui, tu lui parles vélo, c'est le Tour de France. Ouais. Tu lui parles d'ultra, c'est une niche. Tu vois ce que je veux dire? Donc, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? C'est un peu particulier. En tout cas, ça interpelle.
On a, sans avoir 5000 participants, on a une très belle presse. Ça fait 2 ans qu'on a des reportages dans l'équipe. On a été couvert par Le Parisien, Ouest France, Nice Matin, enfin tous les grands journaux en région. Super. Voilà. Maintenant, il faut faire grandir cette épreuve, la stabiliser. Je rappelle juste aux gens qui nous écoutent qu'il est possible de faire la Race Cross France en équipe de 2, de 4 et de 8, et pas forcément tout seul. Le but, c'était de faire ce que font les Américains, c'est-à-dire venez lever des fonds pour une association sur notre épreuve. Voilà. Déjà, c'est du vrai team building parce que l'équipe ressortira beaucoup plus forte après ce type d'épreuve. C'est sûr. Ouais. C'est une épreuve qui se fait en relais et non pas les 8 personnes qui roulent ensemble, mais c'est chacun son tour. Donc 2600 km à 8, c'est envisageable pour... en tout cas, même sur 6 mois, ça peut se préparer pour une entreprise. Et puis il me semble que tu as fait plusieurs distances, non? J'ai fait plusieurs 300, distances, effectivement. 500, Tu peux partir de Mandelieu et faire seulement 300 km, donc arriver au sommet du mythique Mont Ventoux. Okay. Là, c'est une vraie performance déjà. Ensuite, déjà, tu peux arriver. Mal, faire 300 km à vélo. Effectivement, même ne serait-ce qu'un bon cycliste, faire 300, c'est plus qu'une étape du Tour de France. Donc, c'est entre 15 et 24 heures d'effort. Ça dépend des niveaux, mais en tout cas, c'est possible. Tu vois, cette année, on avait 30 personnes sur le 300. Personne n'est arrivé hors délai. Tout le monde est arrivé dans les temps. Ouais. Donc avec de la volonté. Et puis les gens sont ravis. Une fois qu'ils terminent cette épreuve, ils se sentent beaucoup plus forts parce qu'ils ont réussi à réaliser un défi. Ouais, c'est sûr. Donc voilà, on essaie de faire grossir cette épreuve dans le bon sens, de la stabiliser et de lui donner de la visibilité pour les partenaires. Ok. Et tu t'es donné un objectif particulier? Oui. C'est quoi ta vision à long terme, on va dire? Ma vision, c'est que dans 3-5 ans, cette épreuve soit un incontournable dans le paysage cycliste en France et que tout bon cycliste a envie de se dire, moi, mon prochain défi, c'est la Race Cross France, que ce soit le 300, que ce soit le 500, bref, mais pour eux, la Race Cross France est synonyme de dépassement, tu vois, de dépassement de soi. Ok, donc il y a un bon travail de communication et de branding. Exactement. De tes recherches à ce moment-là. Et en plus, j'ai cru comprendre que les Américains étaient assez friands d'ultra, on va dire. Ouais, Est-ce que tu arrives à les faire venir du coup sur tes courses? Alors l'année passée, la première édition, il y avait une équipe américaine qui était présente, qui a très bien communiqué parce qu'ils ont fait une très très belle vidéo avec drone, tu vois, et une très belle com. Ouais. L'année passée, j'ai eu du retard dans mon annonce d'événement. Il a fallu que je refasse mon site. Enfin, j'ai raté ce spot où les Américains s'organisent parce qu'ils n'ont que 15 jours de congé. Ouais. Et j'ai ouvert les inscriptions trop tard. C'est pour ça que cette année, j'ouvre les inscriptions mi-octobre pour justement aller capter cette clientèle, on va dire ça comme ça, étrangère. Ouais. Mais après, tu sais, il n'y a pas que dans cette discipline, le vrai savoir-faire, il est dans les pays de l'Est. C'est en Autriche notamment, Autriche-Slovénie. D'accord. La performance dans l'ultra-distance en vélo, elle est dans les pays Autriche, Slovénie, ce sont des monstres dans ces disciplines-là, puisque la Race Cross America, ça fait 18 ans que c'est un Allemand, Autrichien ou Suisse qui gagne. Ah oui, exactement. Ok. Donc la performance, elle est ici. Ok, donc c'est plutôt vers ces pays-là qu'il faut se tourner, et là, du coup, tu es juste à côté, quoi. Et c'est exactement ça, c'est qu'en termes de budget, quand tu es une équipe européenne, aller faire la Race Cross America, c'est des très très gros budgets, puisque la moitié déjà de ton budget passe dans les transports. Dans l'avion. Dans du fuel. Il faut emmener 12 personnes plus 4 vélos. Enfin, c'est voilà. Ouais, non, mais je vois très compliqué. Bien. Mais en tout cas, c'est génial et tu m'apprends quelque chose. Je savais pas du tout que tu vois dans les pays de l'Europe de l'Est, ils étaient très, très ils étaient friands et performants. Est-ce que tu arrives un petit peu à le marketer façon Tour de France? Parce que bon, j'avais lu que c'était un des événements sportifs sur qui était un des plus vus après les JO, il me semble. C'est possible. Aujourd'hui, les étapes du Tour, il en existe. Ils ont fait comme un circuit maintenant. Il en existe plusieurs dans différents pays. Ouais. Je n'ai pas la prétention d'aller me comparer à quoi que ce soit, surtout l'étape du Tour. Enfin, ils ont réussi, au niveau marketing et communication, à réaliser quelque chose qui a une rentabilité juste incroyable. Ouais. Il y a 11 000 ou 15 000 personnes au départ. C'est pas le même type d'effort. Alors, non mais je voulais dire en fait, est-ce que ça attire des gens le fait que ça soit en France? Tu vois, ça par contre c'est incontestable. Ouais. Les gens veulent venir rouler le Mont Ventoux, veulent venir rouler l'Alpe d'Huez, le Galibier. Pourquoi? Puisqu'aux États-Unis tu as deux épreuves qui sont deux étapes du Tour de France qui sont diffusées en live et les gens se lèvent la nuit pour regarder. C'est le Mont Ventoux et les Alpes, les étapes des Alpes. Ouais. Donc oui, ça c'est sûr. Et il y a une anecdote sur ça, c'est que les Américains, l'équipe américaine que j'ai en 2018, quand ils sont venus en France, ils étaient très prudents.
ils nous voyaient un petit peu comme les Français n'aiment pas les Américains. Tu vois, c'était ça. Et en fait, ils ont appris parce que je les fais passer par des routes qui sont où il y a très peu de circulation. Et donc, ils se sont imprégnés des différents villages dans lesquels ils sont passés. Et ils sont arrivés au Touquet, ils m'ont serré dans les bras en me disant Arnaud, c'était génial, on adore la France, les gens sont super sympas. Quand on arrive dans les villages, ça sent bon, les fleurs, tu vois, ça sent bon, ça sent le pain dans les petites boulangeries le matin. Ils étaient mais ravis, vraiment enchantés. Ok, donc ouais, ça a gardé de son charme et tu arrives à faire passer le message. Exactement. Ok, bon bah c'est génial. Aujourd'hui, entre le sport et le sport et du coup la Race Across France, comment est-ce que tu t'organises? Est-ce qu'il te reste du temps pour toi? Est-ce que tu t'entraînes toujours? Alors la gestion du temps est un défi pour tout entrepreneur. Il faut être très organisé, il faut anticiper beaucoup de choses. Il faut toujours se laisser également une plage de temps d'imprévu dans la journée ou dans ta semaine. Mais alors j'avais fait une bonne coupure pendant la Race Across France où là j'avais vraiment coupé. Là je relance un projet sportif. Donc oui, je m'entraîne tous les jours, minimum 3 heures. Minimum 3 heures, juste 6 jours sur 7. D'accord. Tu t'imposes une journée de pause? Ouais, parce que tu as une vie de famille aussi. Et puis il faut aussi que ton corps récupère, c'est important. Ouais. Donc là j'ai plusieurs projets, puisque aujourd'hui j'ai lancé différents. Donc mon temps est divisé entre le podcast Ultra Talk, entre les interviews et le montage, et tu sais que ça prend du temps. Voilà, je vais pas te l'apprendre. Ouais, je commence à déléguer moi. Ouais, mais c'est bien. Si tu arrives, c'est très bien. Ouais. J'ai aussi cofondé une web radio dans le vélo qui s'appelle Radio Cyclo. Et donc là, on démarre depuis quelques mois, mais on espère avoir une année pleine en 2020 avec une vraie grille, pour aller chercher toutes les personnes qui aiment le vélo, que ce soit un cyclo-sportif ou quelqu'un qui fait de la performance, avec différentes chroniques. Je suis également cofondateur du Grand Tour Paris, un des 4 cofondateurs du Grand Tour Paris, qui est un concept où tu fais le tour de la capitale en 3 étapes différentes. Tu as une étape le vendredi, une étape le samedi, une étape le dimanche. Donc l'année prochaine, ça sera Chantilly-Fontainebleau, Fontainebleau-Rambouillet et Rambouillet-Chantilly sur un parcours. Donc tu choisis tu peux venir soit le vendredi, soit le dimanche, soit les 3 jours, et une version ultra où tu fais les 3 étapes en une seule fois. Okay. Voilà. Et puis la Race Across France. Ok. Donc effectivement, ça fait beaucoup. Ouais. Ça fait beaucoup. Et puis j'ai mon projet que je relance pour l'année prochaine. Je vais être aussi sur le vélo. En 2021, il y a un gros projet qui se lance aussi. Donc après, voilà, j'essaie de m'encadrer, comme tu as dit, déléguer, mais je pense que c'est ça aussi, c'est de bien savoir s'entourer sur les bonnes personnes, s'appuyer sur les bons piliers. Trouver les bons piliers, c'est aussi difficile, mais il y a beaucoup de parallèles avec le monde de l'entreprise. Ouais. Et ben après, c'est l'être humain, tu as des surprises des fois, l'être humain est parfois décevant, donc il ne faut pas hésiter. Et quand tu sens qu'il y a une personne avec qui ça ne fonctionnera pas, ben c'est comme ça, ça ne peut pas fonctionner avec tout le monde, donc il ne faut pas hésiter à essayer d'aller chercher d'autres compétences. Ouais, et puis il faut pas le prendre personnellement aussi. Non, pas du tout. Généralement, moi c'est ce que je dis à mes collaborateurs. En fait, il faut pas prendre les choses personnellement. C'est juste toi et moi, ça va peut-être pas marcher. Ça marche pas, voilà. Mais toi et un autre champion, ça marchera. Donc il faut pas le prendre personnellement. La vie, c'est tout à fait ça. Bah écoute, je suis impressionné par tout ce que tu fais. Je vois qu'en plus il y a beaucoup d'alignements, beaucoup de rapprochements, et je trouve que c'est très consistant. Peut-être comparé à moi en ce moment qui part un peu dans tous les sens, mais du coup moi ça m'inspire beaucoup. J'ai vu aussi récemment que tu avais travaillé un petit peu avec Teddy Bear. Ouais. Et c'était un petit partenariat pour. En fait, Teddy Bear avait lancé sur sa chaîne YouTube une campagne de gens inspirants. D'accord. Ouais. Et en fait, ils avaient sourcé différents profils. Et effectivement, on a fait une journée de tournage sur mon parcours. Okay. Voilà, ils avaient vu ma conférence. J'avais fait une conférence format TEDx. Bon, j'ai fait aussi un TEDx, mais j'avais fait une conférence format TEDx pour Decathlon à Lille. Que je recommande d'ailleurs, c'est super. Qui avait très bien marché, et 700 personnes dans la salle, c'était extraordinaire. J'ai pris beaucoup d'énergie ce jour-là. Et donc, ils avaient trouvé mon parcours de vie inspirant, et voilà. Et donc, j'ai fait cette petite campagne avec eux, c'était très sympa. Et donc, j'interviens comme ça aussi dans les startups sur Paris des soirs pour des moments clés dans la vie d'une entreprise, que ce soit une levée de fonds, que ce soit un objectif, que ce soit un changement d'équipe. Enfin, voilà, il y a différents thèmes, et mon parcours peut se décliner en différents thèmes. Donc, et moi, je m'éclate à faire ça parce que tu rencontres des gens très très sympas à chaque fois qui sont bienveillants. Ouais, c'est sûr. Je suis d'accord. Et d'ailleurs, en parlant de bienveillance, c'est un truc qui revient très souvent dans les participants de ton podcast sur le milieu de l'ultra.
Ce qui revient, c'est que voilà, il y a énormément de partage, énormément d'entraide entre les participants. Alors, pour avoir interviewé beaucoup de sportifs jusqu'à maintenant, c'est pas quelque chose qu'on retrouve dans tous les sports. Est-ce que tu saurais l'expliquer, ou est-ce que avec un petit peu ton recul et ton expérience, tu saurais expliquer avec des mots d'où vient cette ambiance si chaleureuse? Alors, je ne sais pas si c'est la bonne explication. En tout cas, c'est mon avis. C'est que je pense que dans l'ultra, tu découvres rapidement que ça sert à rien de te prendre la tête. Et ça sert à rien de te faire des films sur comme quoi t'es le meilleur ou tu vas tout casser, tu vas casser la baraque parce que ça se passe pas toujours comme tu l'as prévu. Il y a plein d'imprévus même. Et quand tu as un plan, faut toujours prévoir un plan B, un plan C, un plan voilà. Et que quand tu connais des moments de solitude, t'es à la rue en fait. Tu ne peux pas être très performant. Notamment, on parle de la Race Cross America pendant 12 jours. Tu peux pas être concentré pendant 12 jours, tu peux pas être performant pendant 12 jours, et tu connais des vrais moments de solitude. Moi, c'était sur le vélo, d'autres c'est en trail, en courant, d'autres, je pense à François Gabard ou d'autres navigateurs dans la voile. Tu peux pas être performant tout le temps. Et quand tu es donc c'est par vague en fait, tu vois, c'est un petit peu par vague. Et quand tu es au creux de la vague, tu te rends compte que, en fait, t'as beau faire tous les sacrifices du monde, t'entraîner le mieux possible, avoir la meilleure équipe du monde, physiquement, à un moment donné, ça lâche. Tu maîtrises pas tout. Tu vois, ça lâche, t'avances plus en fait. T'es fatigué mentalement, t'es fatigué physiquement. Et quand tu fais du long, tu connais forcément ce moment-là. Ouais. T'es obligé de passer par là. Donc, tu relativises énormément de choses et le moindre café, tu l'apprécies derrière. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, c'est ce que ça m'a appris. C'est quand tu vas t'entraîner tous les jours, dans le froid, dans le vent, dans la neige parfois, 8 heures, ne serait-ce que 4 heures sous la pluie. Il faut la pluie froide, il faut y aller. Donc quand tu reviens, et tu es tout seul, tu as beau écouter des podcasts, tu as beau écouter de la musique, quand tu reviens, tu apprécies le moindre petit détail, ne serait-ce que... En tout cas, moi, je parle d'un café parce que c'est ce qui m'avait marqué quand j'avais préparé les États-Unis notamment. Je roulais beaucoup seul. Et à la fin de la préparation, j'étais un petit peu usé mentalement parce que j'en avais marre d'être seul. J'avais envie d'être avec du monde, ne serait-ce que d'être avec des gens. Ouais. Tu vois, ne plus être seul sur mon vélo. Et tu apprécies le moindre café, le moindre moment sympathique comme d'être là, tu vois, avec toi. Ces choses-là, tu les apprécies totalement différemment quand tu fais de l'ultra, je pense, ou quand tu es dans le train-train quotidien. Ouais. Donc, y a pas... C'est ma version, je ne sais pas si c'est la... En tout cas, ça donne vraiment envie, et je vous encourage du coup à nous faire un peu vos retours et à écouter ton podcast si jamais les auditeurs connaissent pas. On arrive un petit peu à la fin. J'ai 3 petites questions avec lesquelles j'aime bien terminer. La première, c'est de savoir si tu pouvais revenir justement être une petite fourmi et revenir à tes 19 ans. Et si tu pouvais te glisser un petit mot dans l'oreille, un petit conseil, ça serait quoi ? D'orienter tout de suite ma vie professionnelle dans le monde du sport, ce que je n'ai jamais osé faire jusqu'à quelques mois, où il y a quelques mois j'ai lâché mon job en fait, et aujourd'hui je suis full time et j'assume pleinement ma passion pour le cyclisme. D'autres s'expriment avec un instrument de musique. Moi, ma manière de m'exprimer, c'est à travers le vélo, à travers le sport. Et à 19 ans, je trouvais ça contraignant d'aller passer les diplômes d'entraîneur. On me disait il faut 2 ans pour avoir ton diplôme, et moi mon trait de caractère, ma mentalité, c'est que la vie peut s'arrêter en 1 seconde. Tu vois, en un souffle, la vie s'arrête. Bien sûr. Et donc pour moi 2 ans c'était trop long. Donc je n'ai jamais orienté mes choix sur aller faire un diplôme d'entraîneur, prendre du temps pour passer un diplôme dans le domaine du sport. Et ça, tu vois, si j'avais à me parler dans l'oreille, alors étant plus jeune, je me dirais de prendre ce temps-là à ce moment-là et que ça allait me servir aujourd'hui. Voilà. Et c'est peut-être une erreur de ne pas avoir pris le temps pour accélérer ensuite, tu vois. Slow down to go fast. Ouais. J'aurais dû prendre ce temps-là pour passer mes diplômes, puisqu'avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, associée à des diplômes, je pense que ça aurait été très sympathique. C'est énorme ce que tu dis, parce que moi, il y a 5 ans, juste avant de monter ma première boîte, j'étais pareil en pleine reconversion professionnelle, et j'avais l'opportunité entre monter une boîte tout de suite maintenant, ou effectivement me rediriger vers le sport, et ça demandait des formations, et j'ai fait le choix de monter ma boîte. Et maintenant, tu vois, là aujourd'hui, moi, en faisant ce podcast, je raccroche beaucoup, tu vois, mais j'ai
j'y ai repensé ces dernières semaines, ces derniers mois, j'y ai repensé, mais pourquoi je l'ai pas fait? Est-ce que là maintenant j'ai 29 ans, est-ce que je devrais pas y aller maintenant? Donc tu vois, bon, ça m'a inspiré, je vais méditer la question. Faut pas oublier on est en France, et si tu vas aux États-Unis, ça pose pas de soucis. C'est-à-dire qu'on va te faire confiance sur toi, comment tu veux construire les choses, quel est ton futur, quel est ton avenir, comment tu veux construire. Alors que dans le pays dans lequel on vit, on met les gens dans des cases, on va te demander tes diplômes, et tu n'es compétent que si tu as un diplôme, alors qu'en fait le diplôme c'est un papier, et beaucoup étudient toute leur vie mais ne font jamais rien de concret, tu vois ce que je veux dire. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi, et c'est un gros problème en France, c'est qu'on repose tous nos acquis sur l'éducation qu'on a eue. Et on considère pas du tout le fait que une vie entière est une éducation et qu'il faut se reformer en permanence et qu'un diplôme c'est juste un tampon finalement. Tu sais, moi j'ai fait le calcul puisque j'ai quitté mon dernier job, j'ai 46 ans. Je suis rentré dans la vie active assez tard parce que j'avais le statut de sportif de haut niveau, donc je doublais mes années d'études. Ouais. Donc ce qui fait que je suis sorti beaucoup plus tard que les autres. Et j'ai travaillé dans 14 sociétés. En France, on pense que c'est de l'instabilité. Ouais. Dans les pays anglo-saxons, on appelle ça de l'expérience. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est fou. Ouais. Non, mais je suis tout à fait d'accord. On partage un petit peu ce point de vue-là. Il n'y a pas tout. Il n'y a pas que des compliments à retenir, enfin pas que des belles choses à retenir du modèle américain, mais c'est vrai que cette mentalité, loin de là. La mentalité qu'ils ont vis-à-vis du travail. Ouais, exactement. Tu vois, j'ai lu un article dans l'équipe encore hier. Il y a un entraîneur d'une équipe de la Ligue de football américaine, la MLS, qui n'a jamais entraîné en France la moindre équipe, qui n'a jamais eu le moindre diplôme en France. Eh bien, il y a une équipe américaine qui lui a confié les rênes de son équipe A. Il a 29 ans. Et il explique dans l'article de l'équipe qu'il n'aurait jamais eu cette réussite-là en France. C'est qu'aux États-Unis, il a expliqué sa vision, son plan pour l'équipe. Et le Big Boss lui a fait confiance. Il lui a donné les clés, quoi. Et ça, c'est magnifique. Ouais. C'est son rêve américain, lui, quoi. Ouais. Bah, soyons un peu pareil. Croyons en les personnalités et en les projets, la vision. Mais on a un pays magnifique. Et moi, je suis vraiment ravi d'organiser cette épreuve-là en France. Vraiment. Ouais, bah, super. Est-ce qu'il y a un livre, un documentaire ou un podcast que tu recommandes à part les tiens? On va pas tricher. Livre que je recommande. Alors, il y a un livre qui m'a beaucoup inspiré, c'est Wild. D'accord. C'est l'histoire d'une nana qui sait plus trop où elle est dans la vie, un peu paumée dans sa vie perso, et qui décide de prendre son sac à dos et de traverser le continent nord-américain, mais du nord au sud. Il a été d'ailleurs mis sur le grand écran au cinéma. Le livre c'est Wild, W-I-L-D. Enfin, vraiment, c'est toujours un livre que je conserve à côté de moi et que je lis régulièrement. Sinon, il y a un livre qui m'a été conseillé par Manon Genet, qui est Dans la tête d'un champion. Extraordinaire. Donc voilà, ces deux livres-là, sont très inspirants. Ok, super. Bon, bah, je les note parce que tu vois, on m'en a jamais parlé encore, donc je vais les noter. Et du coup, la toute dernière question, c'est de savoir, est-ce que tu as un ou plusieurs sportifs que tu aimerais bien écouter sur ce podcast? Alors en fait, j'ai deux sportifs que j'aimerais bien écouter sur ton podcast. Alors moi déjà, c'est une femme que je suis depuis un petit moment. Je lis ses livres et j'aimerais vraiment bien la voir également sur mon podcast. C'est Sarah Marquis. Ok. Sarah Marquis, c'est une femme qui part à l'aventure quelquefois 3 ans en pleine nature, toute seule, qui arrive à se gérer seule avec les choses qui l'entourent. Extraordinaire. Et puis François Gabard. François Gabard, je trouve que c'est un type très smart déjà. Et puis hyper inspirant, quoi. Faire le tour du monde à la voile, seul, en un temps record, les éléments, la mer. Je pense que voilà, il y a beaucoup de choses à partager. Ok. Bon bah je retiens ces noms et en tout cas merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir partager un petit peu ton expérience et tes souvenirs. C'était un grand plaisir pour moi de te recevoir et puis bah on se dit à très bientôt. À très bientôt. Merci Salut beaucoup. Arnaud. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. D'ailleurs, si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc pensez à vous abonner pour ne louper aucun épisode et à aller lui mettre 5 étoiles sur iTunes. Ça me va droit au cœur. Je vous souhaite à la semaine prochaine pour une super interview.